Le 9 août 1995, Alison Hargreaves et 11 autres alpinistes se tenaient au camp 4 du K2, regardant vers l'ultime ascension vers le sommet. C'était le moment dont tout alpiniste rêve et qu'il redoute. 5 d'entre eux feraient demi-tour à mi-chemin, mais Alison et les autres ont continué. Quelques heures plus tard, ils auraient souhaité plus que tout avoir fait de même, car ce qui les attendait là-haut sur la montagne sauvage allait devenir l'une des tragédies les plus déchirantes de l'alpinisme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Près de 24 ans plus tard, le propre fils d'Alison, Tom Ballard, suivrait ses traces. Sur le Nanga Parbat, à seulement 160 km du K2, lui et sa partenaire d'escalade Daniela Nardi allaient affronter un destin tout aussi glaçant. Bienvenue dans l'extrême. Nous sommes en 1995 et Alison Hargreaves venait tout juste d'atteindre le sommet du K2 en solo et sans oxygène d'appoint, mais quelque chose de dévastateur allait lui arriver lors de sa descente. Ce n'était pas dû aux conditions qu'elle s'était imposées. En réalité, c'était quelque chose de bien plus troublant. Alison s'intéressait énormément à l'alpinisme depuis son enfance au Royaume-Uni, où elle est née. À l'âge de 9 ans, elle pouvait déjà distancer ses parents sur le Ben Nevis. À 13 ans, Alison Hargreaves était tombée si amoureuse de l'escalade que c'était la seule chose qu'elle attendait avec impatience à l'école. Cependant, le fait est que les parents d'Alison étaient des universitaires. En fait, ils étaient un mathématicien à Oxford et s'attendaient à ce que leurs enfants suivent leurs traces. Cela avait peut-être un lien avec le stéréotype des enfants du milieu rebelle. Ou Alison était peut-être simplement déterminée. Mais Alison n'allait pas sacrifier ses rêves pour ses parents. Donc, même si elle a réussi brillamment ses examens pour l'université, Alison a refusé de s'inscrire et s'est plutôt plongée entièrement dans l'escalade. Alison a tellement fréquenté le monde de l'escalade qu'il était naturel qu'elle y trouve l'amour. Jim Ballard avait un magasin d'équipement d'alpinisme où Alison travaillait pour financer ses projets d'escalade. Il était aussi grimpeur, même s'il se contentait d'être vendeur à la place. À 18 ans, Alison a quitté la maison familiale pour vivre avec Jim. Cette relation a marqué un tournant car c'est avec Jim qu'Alison est passée d'une grimpeuse ambitieuse à une alpiniste dévouée. Lentement mais sûrement, Alison a perfectionné ses compétences dans les Alpes et, à chaque voyage, elle repoussait ses limites. En 1986, seulement 4 ans plus tard, son palmarès d'escalade était si impressionnant qu'elle a rejoint l'Alpine Club. C'est l'une des organisations d'alpinisme les plus anciennes et les plus prestigieuses au monde. À ce stade, Alison grimpait non seulement parce qu'elle aimait tant les montagnes, mais aussi pour montrer à tous ceux qui doutaient d'elle qu'elle était bel et bien aussi extraordinaire qu'elle le pensait elle-même. Et quelle meilleure façon de le leur prouver qu'en inscrivant son nom dans l'histoire. Ainsi, à partir de ce moment-là, chaque fois qu'elle envisageait une ascension, elle réfléchissait à la manière d'en faire un record. La même année, elle a rejoint l'Alpine Club. Alison a marqué l'histoire en devenant la première Britannique, tous genres confondus, à atteindre le sommet du Kontega au Népal, gravissant les sommets avec des alpinistes renommés. C'était révolutionnaire non seulement car elle a accompli une première, mais aussi parce qu'elle a gravi la face nord-ouest, raide et glacée, un itinéraire inédit. De plus, elle a réalisé la 16e ascension de la montagne. C'était une femme de 22 ans dotée d'une capacité technique exceptionnelle. Puis, à l'automne 1987, Alison est retournée au Népal, cette fois pour atteindre le sommet de la Madablam, haut de 22 349 pieds. C'était la première fois qu'Alison décidait de renoncer à un sommet, même si celui-ci était juste en vue, mais ce ne serait pas la dernière. Elle a tout de même réussi à monter jusqu'à environ 18 700 pieds. Vous pourriez croire qu'avec ses réalisations en tant que jeune adulte, Alison serait devenue populaire et aurait obtenu des contrats de sponsoring, mais ce n'était pas le cas. Mais tout cela allait changer radicalement en 1988 lorsque Alison, alors âgée de 24 ans, a gravi la face nord de l'Eiger. C'était un exploit remarquable, compte tenu de la force technique nécessaire pour y parvenir avec succès. Ce n'est pas sa capacité qui l'a mise à la une des journaux. Qu'elle ait grimpé enceinte de 6 mois était remarquable. Les médias se sont emballés et les critiques ont commencé à l'accuser d'imprudence. Mais quand Alison répondait à tout cela, elle disait « J'étais enceinte, pas malade ?» Petite parenthèse dans ce récit chaotique. Pour rejoindre la communauté extrême, accéder en avant-première à nos vidéos et participer à des sondages exclusifs, retrouvez-nous sur Patreon. On se retrouve là-bas.
J'imagine à quel point elle a dû être déçue que les gens se concentrent autant sur sa décision de grimper pendant son 3e trimestre plutôt que sur ses nombreuses autres réalisations. L'entreprise de son mari déclinait rapidement et elle avait espéré qu'avec un peu de publicité, elle pourrait obtenir des sponsors pour la soutenir. Après tout, ils étaient endettés à cause de ses expéditions passées. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Leur petite famille a dû vendre leur maison et déménager en Suisse. Là-bas, Alison menait une vie simple de femme au foyer, élevant Tom et Kate, nés en 1990 pendant leurs jeunes années, tout en occupant un emploi ordinaire dans l'école de ses enfants. Pendant un moment, le monde semblait l'avoir oubliée, et ceux qui ne l'avaient pas oubliée pensaient qu'elle avait renoncé à sa vie pleine d'adrénaline. Imaginez à quel point la communauté de l'alpinisme a été choquée lorsque Alison est réapparue soudainement en 1993, mais c'est ce qu'elle a fait ensuite qui les a vraiment stupéfiés. Alison s'est lancé le défi de devenir la première personne à escalader en solo les 6 grandes faces nord des Alpes en une seule saison d'escalade estivale. Il s'agit de l'Eiger, du Cervin, des Grandes Jorasses, du Petit Drou, du Pisbadil et de la Cima Grande di Lavaredo. Pour couronner le tout, son temps total d'escalade sur toutes les faces était inférieur à 24 heures. Pour moi, c'est un retour en force impressionnant. Tom a dû regarder avec admiration pendant que sa mère montrait des photos d'elle sur ses parois. Et cela a dû être un moment clé pour le garçon de 5 ans. Alison avait enfin l'attention des sponsors et elle est devenue inarrêtable avec ses records. Elle a été la première femme à gravir en solo le Crosspur aux Grandes Jorasses en une journée. Elle a été la première Britannique à escalader la face nord du Drô et le super couloir sur le Mont Blanc du Tacul. Elle a aussi accompli d'autres premières ascensions féminines en solo. Alors, lorsqu'Alison a annoncé en 1994 qu'elle allait gravir les 3 plus hauts et plus dangereux sommets du monde, l'Everest, le K2 et le Kangchenjunga, cela n'a surpris personne. Mais ce n'était pas tout, car pour Alison, atteindre le sommet n'était qu'une tentative. Le véritable défi réside dans l'effort que l'on fournit. Elle partit pour l'Everest et le monde retint son souffle, attendant que l'histoire s'écrive. Alison a essayé, mais elle pensait qu'aucune montagne ne valait de risquer sa vie. Lorsqu'elle a ressenti un engourdissement dans ses doigts, elle a décidé de faire demi-tour. Cela montre que malgré sa détermination, Alison savait quand s'arrêter. C'était probablement la première fois que son fils réalisait que sa mère n'était pas indestructible. Mais en 1995, elle a réessayé. Et cette fois-ci, elle a atteint le sommet le plus haut du monde, non seulement en tant qu'alpiniste couronnée de succès, mais aussi comme la première femme à gravir l'Everest en solo sans oxygène en bouteille. Elle était aux anges. Et quelques mois plus tard, Alison s'est préparée à entamer la 2e phase de sa mission qui consistait à reproduire le même exploit sur le K2. Mais le K2 n'était pas comme l'Everest. Même si l'Everest était presque 300 mètres plus haut, le K2 représentait un tout autre niveau de défi. L'Everest est massif et possède des arêtes bien définies, ce qui signifie que, pour un alpiniste expérimenté, gravir la montagne ne devrait pas poser de problème. Le principal problème, ou la cause de décès sur l'Everest, c'est l'altitude élevée qui affecte le système du corps humain. Mais sur le K2 même, les alpinistes expérimentés peuvent tomber ou être écrasés par des séracs instables. Il n'y a aucune section où l'on peut simplement faire le trajet à pied. Et pire encore, la météo est imprévisible. Un alpiniste sur 4 qui parvient à atteindre son sommet ne redescend jamais vivant. Tout cela a valu au K2 le surnom de « montagne sauvage ». Mais Alison savait déjà ses statistiques et fait avant de se fixer cet objectif et de vouloir atteindre le sommet, seule et sans oxygène supplémentaire. Alors, à l'été 1995, elle embrassa son mari, serra dans ses bras Tom, son fils de 6 ans, et sa sœur Kate, puis partit en direction du camp de base du K2. Le camp de base vibrait d'ambition cet été-là. Des expéditions d'Espagne, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et du Mexique s'étaient toutes rassemblées au pied de la montagne, attendant une fenêtre météo. Mais des tempêtes de neige frappaient la montagne et ensevelissaient les tentes dans les blizzards. Sur le K2, la patience n'est pas seulement une vertu, c'est une compétence essentielle. Et Alison l'avait. Alors, elle a attendu que le temps s'améliore pendant le reste du mois de juin et tout le mois de juillet. Et au 6 août, elle était montée 2 fois au camp 3 et 1 fois au camp 4, grimpant un peu plus haut jusqu'à juste au-dessus de 26 246 pieds. À ce stade, il ne restait plus qu'elle et le chef d'expédition Rob Slater de son équipe initiale. Les départs se multipliaient, non seulement dans son groupe, mais dans tout le camp de base. Au 9 août, il ne restait plus que 11 alpinistes pour profiter de la fenêtre météo soudainement dégagée.
Ils ont atteint le camp 3 pour découvrir qu'il avait été enseveli par une avalanche. Vous vous demandez pourquoi un camp avait été installé dans un couloir d'avalanche. Mais sur le K2, on est partout dans un couloir d'avalanche. Ils ont passé 1 heure à essayer de retrouver leur tente, puis ont continué jusqu'au camp 4. Ils sont arrivés là-bas le 11 août et heureusement, il était toujours debout. Le lendemain aurait pu être un bon jour pour atteindre le sommet, mais après les longues ascensions de la veille, les 12 alpinistes, y compris Allison, ont décidé de passer une journée de repos au camp. Ils ne pouvaient pas se permettre d'être épuisés pour l'ascension finale. Ils sont partis le 13 août pour atteindre le sommet, mais juste avant d'arriver au couloir du goulot d'étranglement, 5 des alpinistes ont fait demi-tour. Le couloir du goulot d'étranglement est une section redoutée de cet itinéraire où les alpinistes grimpent sous un immense sérac, risquant de s'effondrer à tout instant. Parmi ces alpinistes plus prudents se trouvait Peter Hillary, le fils d'Edmund Hillary, le premier homme à avoir gravi l'Everest. Peter a remarqué que l'atmosphère s'était refroidie et a choisi de redescendre aussi bas que possible. Il s'est avéré qu'il avait parfaitement raison. Un système d'air chaud et humide remontait la vallée depuis le sud, où il allait entrer en collision avec un puissant anticyclone venant du côté nord chinois de la montagne. Quand cela arrive, il peut y avoir des vents de force ouragan et des tempêtes de neige. Une violente tempête approchait, et très vite. Peter descendait sous la pyramide noire, entre 2 et 4 000 pieds de l'endroit où il avait fait demi-tour au camp 4. Quand la tempête l'a touché, il s'est retrouvé piégé dans des vents de plus de 100 miles à l'heure. En tentant de se ressaisir, il craignait ce qui attendait le groupe parti vers le sommet. En fin d'après-midi, le groupe atteignit le sommet, à 28 251 pieds au-dessus du niveau de la mer. Allison l'avait fait. Elle pensait à la nouvelle reçue chez elle, à son petit garçon qui partageait son amour et attendait près du téléphone des nouvelles de son ascension. Allison avait hâte de lui dire qu'elle s'était tenue au sommet de la montagne sauvage. Mais sur des montagnes comme le K2, le sommet n'est qu'à mi-chemin et Allison ignorait la tempête qui s'annonçait. Le groupe venait de commencer à descendre quand la tempête les a surpris. Ils se sont retrouvés instantanément dans un état de panique. Un par un, Allison a regardé le vent emporter les membres de son groupe jusqu'à ce qu'elle soit à son tour emportée. Je me demande ce qui lui traversait l'esprit à cet instant précis. A-t-elle pensé à sa famille, à son mari attentionné et à ses enfants aimants? Les heureux souvenirs de ses débuts en camping avec ses parents ont-ils envahi son esprit? Ou a-t-elle simplement accepté la montagne comme son dernier lieu de repos? Finalement, la mort a littéralement emporté Allison Hargreaves. Avec la force du vent et la hauteur de sa chute, Allison a dû mourir des blessures causées par le choc. Et peut-être que l'exposition aux intempéries a aggravé les choses. J'essaie d'imaginer ce moment où le mari d'Allison a reçu la nouvelle tragique que sa femme n'était plus, regardant les yeux pleins d'espoir de ses enfants et devant leur annoncer que leur héroïne ne reviendrait jamais. Il a pris son courage à 2 mains et l'a annoncé à ses enfants. Même si Kate n'avait que 4 ans, elle semblait comprendre. Mais pour Tom, 6 ans, la douleur l'a atteint plus profondément. Pour Tom, les camps de base étaient en des terrains de jeu et les sommets n'étaient pas des rêves lointains. Il avait vu sa mère gravir ces sommets comme si c'était une balade au marché. Mais après la catastrophe de 1995, lorsqu'il a perdu son héros, Tom est devenu silencieux. En regardant dans ses yeux, on voyait la tristesse d'un enfant regrettant sa mère. Jim Ballard, leur père, a tout fait pour aider Tom et sa sœur Kate à se sentir plus proches de leur mère. D'abord en les emmenant au pied du quai 2, juste après la mort d'Allison. On pourrait croire que, ayant perdu sa femme en montagne, il souhaiterait une vie plus sûre pour ses enfants. Mais Jim n'a jamais été comme ça. Du temps où sa femme était en vie, il la soutenait de toutes ses forces, et après sa mort, il a reporté tout ce soutien sur ses enfants. Alors, quand Tom est rentré de l'école un jour et a déclaré qu'il voulait devenir alpiniste, Jim ne l'a pas dissuadé. Il voyait peut-être une version miniature de sa femme en son fils, où il était juste un père très encourageant. Jim est devenu le partenaire d'escalade de Tom et lui a apporté le soutien parental qu'Allison n'a jamais eu. Même si Tom était très réservé, il avait une passion encore plus forte que celle de sa mère. Au moment où lui et sa famille ont quitté les Highlands écossais pour les Dolomites en 2009, il était déjà devenu un excellent grimpeur polyvalent. Il pratiquait l'escalade mixte, le dry tooling, l'alpinisme et même des sports de neige extrêmes. Il se concentrait souvent sur l'ouverture de ses propres nouvelles voies ou sur la libération de voies auparavant gravies en artif. Tom disait toujours que l'Eiger était comme une seconde maison pour lui,
Et c'était peut-être parce que sa mère avait gravi la face nord de l'Eiger alors qu'elle était enceinte de lui. À l'âge de 20 ans, Tom réalisa une première ascension en solo sur l'Eiger et ouvrit même une nouvelle voie rocheuse de 900 mètres qu'il avait nommée les 7 piliers de la sagesse, en hommage à T.A. Lawrence. L'année suivante, il a de nouveau gravi l'Eiger et cette fois, il a réalisé la première ascension hivernale en solo de la voie Piolet-Sprangli sur la face nord. Vous remarquerez qu'il voulait réaliser des premières et nommer des voies, une façon marquante d'inscrire son nom dans l'histoire. Cela me rappelle la détermination de sa mère à ne réaliser que des exploits, pour figurer dans le livre des records d'alpinisme. Mais si vous pouviez demander à Tom, il nierait qu'il grimpait pour l'héritage de sa mère et vous dirait qu'il grimpait pour lui-même. 3 ans plus tard, Tom a signé une nouvelle première, cette fois-ci dans l'emblématique Catinacol des Dolomites. C'était l'hiver et Tom a réalisé une ascension libre de l'Olympia en empruntant la voie Gold Route. Et cette même année, il a ouvert une nouvelle voie sur l'Agasorn dans l'Oberland bernois et l'a malicieusement intitulée « Si Gengis peut, nous pouvons », typique de Tom avec son humour enfantin. Oui, Tom était déjà populaire même avant de devenir un grimpeur professionnel. Mais c'est entre décembre 2014 et mars 2015 qu'il a atteint le sommet de sa célébrité. Gravir les 6 grandes faces nord des Alpes en un an est déjà un exploit. C'en est une autre de toutes les gravir en une seule saison d'escalade estivale, comme l'a fait sa mère. Mais c'est encore autre chose de gravir en solo ces 6 grandes faces nord des Alpes en une seule saison hivernale. Je veux dire, sans aucun soutien ni équipe. C'était époustouflant. Tom a battu le record de sa mère et a consolidé sa place parmi l'élite de l'alpinisme. Si Alison avait pu voir ce moment, elle aurait été tellement fière de lui. Au cours de l'hiver, Tom a également réalisé des ascensions remarquablement rapides de ses parois redoutables, comme l'ascension en solo de la voie Eckmer de 1938 sur l'Eiger en 5 heures et 38 minutes malgré le fait qu'il soit tombé malade. Tom était un grimpeur professionnel et un homme courageux. Pour documenter le projet, le film Tom a été produit, remportant de nombreux prix internationaux, dont celui du meilleur film d'alpinisme au Kendall Mountain Festival en 2015, ainsi que des prix à Bansko, Gorniskega, All Trains, Sheffield, Dutch Film Festival, Cervino, Cinemountain et bien d'autres. En 2016, l'appétit de Tom pour repousser les limites l'a conduit vers l'escalade mixte et le dry tooling. Le dry tooling est une discipline d'escalade où les grimpeurs gravissent des parois rocheuses en utilisant des piolets et des crampons, traitant essentiellement la roche comme s'il s'agissait de glace. Je pense que ça porte les sports extrêmes à un autre niveau. Mais avec Tom, il faut toujours s'attendre à l'inattendu car il ne s'est pas contenté de pratiquer ce sport, il a commencé à y ouvrir des voies. Au début, il a réalisé une nouvelle voie d'escalade épuisante de 26 longueurs sur la face nord du Cevetta dans les Dolomites, appelée Dirty Harry. Ensuite, il a ouvert une nouvelle voie mixte sur la face nord de l'Eiger et l'a appelée Titanic. À ce stade, il était devenu très expérimenté dans l'art du dry tooling, et il a donc décidé que toutes les voies de dry tooling dans les Dolomites n'étaient pas assez difficiles. Ainsi, la même année, Tom a ouvert une voie de dry tooling dans les Dolomites, qu'il a appelée A Line Above the Sky. Cette voie a longtemps été la voie de dry tooling la plus difficile au monde. Puis, en 2017, il a rencontré Daniela Nardi, une grimpeuse italienne qui essayait depuis des années de gravir quelques montagnes sans succès. Daniela a dû entendre parler de toute la résilience et des connaissances approfondies de Tom. Alors elle lui a proposé un nouveau type de défi. Il devait escalader la face nord-est du Linklingsar, un sommet de 23 100 pieds au Pakistan. Tout d'abord, Tom n'avait presque jamais gravi de montagnes aussi hautes. Deuxièmement, cet itinéraire n'avait jamais été escaladé auparavant. Mais c'était bien le genre de Tom de se lancer dans une mission risquée. Avec Daniela, il a tenté l'ascension de la montagne. On ignore ce qui s'est passé lors de cette tentative, mais ces deux-là n'ont pas atteint le sommet. Mais en 2019, le duo s'est à nouveau associé. Pas pour Linksar, mais pour une montagne encore plus difficile appelée Nanga Parbat. Le Nanga Parbat est la 9e plus haute montagne du monde, mais c'est l'une des montagnes de plus de 8000 mètres les moins tentées. Les alpinistes évitent souvent la montagne en raison de sa pente raide et de son temps instable. Avant que quelqu'un n'atteigne le sommet du Nanga Parbat, 30 personnes y avaient déjà perdu la vie. Ce n'était pas seulement une question d'altitude, c'était aussi la glace qui tombait, les avalanches, l'exposition et parfois simplement l'épuisement total. Il avait même un taux de mortalité d'environ 22%.
Pas étonnant qu'on l'appelle la montagne tueuse. Tom a décidé de gravir cette montagne avec sa partenaire Daniela, même si c'était sans doute surtout la décision de Daniela. Daniela s'intéressait depuis longtemps non seulement à gravir le Nanga Parbat, mais aussi à le faire par l'éperon Memeri, l'une des voies les plus dangereuses. L'éperon Memeri était une voie presque mythique. Depuis la première tentative en 1895 par Albert F. Memeri jusqu'à l'ascension de Tom et Daniela, chaque tentative sur l'éperon avait échoué. On la considérait même comme mortelle. Daniela avait essayé plusieurs fois de gravir la montagne avec succès, mais elle a échoué à chaque fois. Mais il espérait qu'avec le jeune et courageux Tom, il pourrait enfin se faire un nom dans le monde de l'alpinisme. En janvier, ils ont commencé à gravir l'éperon. L'ascension fut un combat contre les éléments. Chaque pas signifiait avancer dans la neige jusqu'à la taille, chaque rebord était un piège de glace potentiel. Ils ont taillé une plateforme pour le camp 1 à la base de l'éperon. Ils ont avancé lentement jusqu'au camp 2, à mi-hauteur de l'arête. Plus haut encore, ils ont creusé un abri précaire dans une crevasse à 18 701 pieds. Cela devint le camp 3, un endroit exposé à toute la force de l'hiver himalayen. Le vent ne cessait jamais là-bas. Il hurlait par les fissures et faisait trembler les mâts jusqu'à l'insupportable. Tom qualifiait les conditions de sacrément épouvantables, un euphémisme qui masquait l'extrême dureté de leur épreuve. Les températures descendaient en dessous de -40, des rafales capables de renverser un homme, des tempêtes de neige ensevelissaient les tentes aussi vite qu'ils les dégageaient. Encore et encore, ils tentèrent d'avancer et chaque fois ils étaient repoussés. Le risque d'avalanche était constant. L'éperon était chargé de neige qui pendait comme une lame au-dessus de leur ligne, prête à se détacher sans avertissement. Ils ont dû faire demi-tour. Hélas, une coulée rugissante de glace et de neige avait déjà détruit le chemin qu'ils venèrent de gravir. Chaque essai pour monter plus haut finissait par l'épuisement et un retour au camp de base. 2 alpinistes pakistanais qui les avaient rejoints en soutien ont abandonné l'expédition à la mi-février, jugeant les risques insupportables. Mais Tom et Daniela sont restés, une équipe de 2 hommes face à un géant de pierre et de glace. Leur persévérance les a menés jusqu'à 20 669 pieds d'altitude. De là, ils pouvaient en voir la vaste étendue de la face d'Ymir. Et c'était un progrès. Le 24 février, Daniela a passé un appel à son sponsor depuis le camp d'altitude. Il a dit qu'il prévoyait de descendre au camp 4 à 19 685 pieds pour éviter une tempête imminente. Puis, plus tard, il a informé le camp de base qu'il descendrait finalement jusqu'au camp 3, le camp de la crevasse, à 18 701 pieds, mais après cet appel, ce fut un silence total. Pendant des jours, nul ne savait où ils étaient. Lorsqu'ils ne sont pas réapparus, les recherches ont commencé, menées par l'alpiniste basque Alex Chacón, ayant pris l'avion malgré le mauvais temps et les tensions à la frontière Inde-Pakistan. Des hélicoptères ont survolé la paroi et des drones ont bourdonné au-dessus de l'éperon tandis que les sauveteurs priaient et espéraient retrouver le duo installé quelque part, attendant de l'aide. Le 5 mars, le drone a repéré 2 formes immobiles sur la pente. Une inspection approfondie a confirmé la vérité. C'étaient Tom et Daniela allongés à 19 030 pieds, encordés ensemble, immobiles dans la blancheur. Leurs corps ont été découverts à 100 miles de l'endroit où celui d'Alison Hargreaves se trouvait depuis 24 ans. Les mêmes vents qui avaient emporté Alison loin du K2 avaient créé les violentes tempêtes qui avaient bloqué Tom lors de son ascension du Nanga Parbat, comme s'il lui intimait de faire demi-tour. Si les fantômes existent, je me demande si Alison a reconnu son fils en sa présence. Je me demande si elle a été fière de voir Tom suivre ses traces et être à la hauteur de son immense héritage. Et je me demande si cette tristesse cachée dans les yeux de Tom s'est envolée en voyant sa mère. L'histoire de la mère et du fils a débuté avec la même détermination et s'est achevée de manière similaire. Et pour cela, je pense que leurs histoires resteront à jamais liées. Je trouve ces histoires héroïques et pleines de passion. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo, restez audacieux et vivez avec courage.